Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite de la série de tutoriels vidéo que j'ai consacrée aux commandes Unix. Donc c'est la troisième vidéo. On va voir quelques commandes plus avancées. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est compliqué. Donc si vous êtes nouveau sur cette vidéo, en fait ça fait partie d'une série vidéo consacrée aux commandes Unix. Et avant de voir cette vidéo, je vous recommande d'aller regarder les deux autres vidéos précédentes qui sont découvertes de la console Ubuntu qui permet en fait d'expliquer quelques généralités du système Unix. Et la seconde vidéo qui est quelques commandes Unix indispensables qui explique quelques commandes de base à connaître. Donc aujourd'hui on est au troisième échelon, troisième vidéo. On va voir quelques commandes plus avancées. Donc tout au long de la vidéo je vais utiliser un diaporama qui est à l'écran ici. Ce diaporama sert de support à la vidéo et il sera disponible sur le blog gratuitement au format PDF. Donc vous pouvez le récupérer. Donc aujourd'hui on va voir des commandes plus avancées, notamment des commandes sur les processus, des commandes qui permettent de lister des processus, des commandes qui permettent de les arrêter, des commandes qui permettent de faire des recherches, notamment rechercher des fichiers, et une grosse partie sur que j'ai appelé filtrer les données, qui sont en fait des commandes qui permettent de filtrer les données, qui permettent de faire des recherches de mots-clés dans des fichiers par exemple, de découper des fichiers en colonnes. On verra ça plus concrètement un peu plus tard. Donc on va commencer. Donc l'introduction, oui, c'est la troisième vidéo. Il y a deux vidéos avant que je vous recommande d'aller voir, j'ai déjà dit. Ce document sera disponible sur le site internet. Et n'oubliez pas que chaque commande possède un manuel accessible via la commande man suivie du nom de la commande. Donc ça dans la vidéo, je vais essayer de le faire assez souvent parce que c'est une bonne habitude à prendre. Donc quelques généralités sur les processus. Donc Unix est un système multitâche et multi-utilisateur. Le noyau gère l'ensemble des processus grâce à l'ordonnanceur. Ce programme sert à attribuer au processus du temps CPU et ceci en fonction des priorités. Les processus ont donc trois états principaux: élus, c'est-à-dire qu'ils sont en cours d'exécution, prêts, c'est-à-dire suspendus provisoirement, et bloqués en attente de résultats. L'ordonnancement des processus gérés par l'OS consiste à sélectionner les processus disposant du processeur. Donc ça, c'est pas forcément utile à savoir, mais c'est un peu de culture générale, ça fait pas de mal. Et ça peut aider à comprendre la suite. Chaque processus est identifié par son PID, qui veut dire Process Identifier. Donc c'est l'idée d'un processus, c'est défini par ça. Donc le PID, c'est quelque chose à retenir par contre. Un processus qui se termine génère une valeur de retour. Par convention, 0 veut dire que le processus est terminé sans aucun problème. Toutes les autres valeurs indiquent un problème. Donc la valeur de retour, ça sera peut-être pas utile dans cette vidéo, mais lorsque vous allez faire des scripts shell, c'est-à-dire la cinquième vidéo que j'ai prévu de faire, ça pourra nous être utile. C'est pour savoir si un processus est bien terminé. On pourra faire une petite condition, if valeur de retour égale 0, ça veut dire que le processus est bien terminé, on peut en continuer, sinon ça veut dire que quelque chose s'est mal passé, on arrête le programme. Enfin bref, ça ce sera la cinquième vidéo. Donc la première commande que l'on va voir, c'est la commande ps, qui signifie process snapshot, et qui permet d'afficher la liste des processus en cours. Donc il y a plusieurs options. Il y a "-u" qui permet d'afficher la liste des processus d'un utilisateur particulier. On a "-ef" qui permet d'afficher les processus de tous les utilisateurs du système. "-ejh" qui permet d'afficher les processus en utilisant une certaine forme. "-l" qui permet d'afficher sous un format long, c'est-à-dire afficher plus d'informations sur les processus. Et "-o" qui permet de personnaliser l'affichage. Donc vu que c'est un peu bizarre, vu dit comme ça, on va voir ça tout de suite concrètement. Donc je vais déjà me placer dans mon répertoire normal, voilà. Donc si je tape ps sans argument, qu'est-ce qui se passe? PS sans argument ne renvoie rien d'intéressant. Donc PS on l'utilise quasiment tout le temps avec un argument. Donc le premier qu'on va voir c'est "-u" qui veut dire "user", ps-u, et "-u" en fait prend un paramètre qui est le nom d'utilisateur que l'on souhaite. Donc cette commande permet de lister tous les processus lancés par l'utilisateur Mandrzejewski. Donc en l'occurrence c'est moi. Et en faisant ça, j'ai la liste de tous les processus lancés par l'utilisateur Mandrzejewski.
cette liste est sous un format assez particulier que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc ici, on a la commande. C'est la liste des processus de l'utilisateur Manjerski. Ici, on a le PID. Donc le PID, j'en ai parlé, c'est l'identifiant du processus. Donc le PID, ça nous sera utile lorsqu'on voudra arrêter un processus. Donc le PID, c'est important, ça on regarde. Toutes ces colonnes est importante. Le time, le temps, bon, c'est pas très important. Si c'est important, par contre, c'est CMD qui affiche la commande associée au processus. Donc là, par exemple, j'ai un processus qui s'appelle compise. Enfin, du moins, la commande est compise. Et compise, c'est ce qui gère les effets graphiques. Et la compise a comme pour PID 1808. Donc généralement, quand on fait un PS, c'est pour récupérer le PID d'un processus pour ensuite l'arrêter, parce que généralement on fait un PS pour pouvoir arrêter un processus qui fait planter le système. Si la plupart du temps on utilise ça de cette manière. Donc ce qui est important, c'est le PID, c'est l'identifiant du processus, et la CMD qui permet en fait de mettre un nom sur le processus. Le reste, c'est pas super important, on va pas trop s'acharner dessus. Donc PS-U qui veut dire user, c'est facile à retenir. La seconde commande qu'on avait vue, c'était PS-EF qui permet d'afficher en fait tous les processus du système quoi, en fait. Et là, vous remarquez que l'affichage change un peu. On a des colonnes en plus, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que ça embrouille un peu. Donc on va remonter en haut là où il y a les légendes, on va dire. Donc là, on a un truc qui est utile, c'est l'UID, qui est en fait l'utilisateur qui a exécuté le processus. Parce que vous remarquez que ça se lit ligne par ligne. Donc là, l'utilisateur root a lancé un processus qui a comme PID 1, qui a comme PPID, donc PPID ça veut dire Parent Process ID. C'est le processus père de celui-là. Donc le processus père, c'est pas super intéressant pour le moment. Et ici on a toujours la CMD, le nom de la commande. Donc là ce qui est intéressant c'est ça, pour savoir qui a lancé le processus, donc là en l'occurrence root, le PPID pour récupérer l'ID d'un processus. Parfois le PPID est intéressant, mais on va pas s'y intéresser. CMD est intéressant pour savoir à quoi en fait correspondent les processus. Donc là par exemple on a un processus init. Donc le processus init c'est le premier processus qui se lance lorsqu'Unix démarre. C'est quelque chose à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose d'autre. En fait ce qui nous intéresse, c'est comme je l'ai dit, c'est le PID. C'est surtout ça qui nous intéresse. L'UID pour savoir éventuellement qui a lancé le processus. Et la commande pour pouvoir repérer le processus, tout simplement. Le reste, à notre niveau, c'est pas très intéressant, on va dire. L'autre commande qu'on avait vue, c'était ps-egh, qui permet d'afficher sous une forme particulière. Donc en fait, ça permet d'afficher les processus sous forme d'arbre. On va remonter en haut, encore une fois, pour avoir la légende. Donc là, encore une fois, on a tous les processus, qui est pas très pratique. Donc on a le PID, toujours. Le PGD, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer. Le CMD, toujours intéressant. Et là, vous remarquez en fait que la mise en forme a légèrement changé. Si je descends plus bas ici, par exemple, on a le processus init, et on voit en fait qu'il y a des espaces devant. En fait, ça veut dire que le processus init a engendré les processus qui sont ici en dessous. Donc le processus init, c'est le premier. Donc par conséquent, c'est lui qui est le plus à gauche. Les autres étant des sous-processus. Donc là, par exemple, si je remonte ici en haut, on va prendre un exemple. Ah, j'arrive plus à effacer le trait que j'ai fait là. Ah, je suis embêté là, voilà. J'arrive plus à effacer le trait. Si je remonte, si je descends plutôt.
Voilà, Firefox c'est un bon exemple parce que ça parle, c'est le nom de processus que l'on connaît. Donc je vais juste revenir sur la légende, on avait le PPID, non, quelque part, c'est ce qui m'intéresse. Non, on n'y est pas, c'est pas grave. Donc en fait, ici on a Firefox, et en fait c'est sous forme d'arbre. Donc en fait on a Firefox, on a un script là, un autre et un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Firefox a engendré ce processus, qui a engendré ce processus-là, qui a engendré celui-ci. Donc en fait ça met en forme les processus sous forme de qui a engendré qui. Donc là on a le processus Firefox, qui a engendré celui-ci a engendré celui-là, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça sous forme d'arbre. Encore une fois, à un autre niveau, c'est pas... Mince, j'ai bloqué. J'ai fait une bêtise, encore une fois. Excusez-moi. Voilà. À notre niveau, c'était pas super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a -L qui permet d'afficher un long format. Donc on avait vu PS-U tout à l'heure. Et si je fais PS-LU et que je mets comme nom d'utilisateur Modrijeski, donc PS-U ne change pas, mais cette fois-ci on a ajouté L qui permet d'afficher sous un format long d'affichage. Ça veut dire qu'on aura plus d'informations, on aura plus de colonnes. Et là on a beaucoup plus de colonnes, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose au début parce que la plupart du temps on ne sait pas à quoi ça correspond, mais tout est expliqué dans la documentation. Donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a l'UID, le PID, le PPID, parfois c'est intéressant, et la commande. On a d'autres choses qui peuvent être intéressantes, ça des fois ça peut être intéressant. C'est pour savoir à partir de quelle console a été lancé le processus, pour faire simple. Et en fait, tous ces symboles sont expliqués dans le manuel. Si je fais un man de PS, quelque part, si je fais une recherche sur PID par exemple, on va passer à la prochaine occurrence. Si je fais une recherche sur PID, ça devrait être défini quelque part à quoi ça correspond normalement, si le manuel est bien fait. Bon, apparemment non, donc on va pas insister. Donc la prochaine commande que je voulais vous montrer, c'était -O, qui permet de personnaliser cet affichage. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a -L, qui permet aussi de personnaliser l'affichage, puisqu'il ajoute plein de colonnes supplémentaires. Mais nous, depuis le début, ce que j'arrête pas de dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est l'UID, le PID et la CMD. Un -O permet de personnaliser cet affichage, parce que si je fais un PS-OF, qui veut dire en fait afficher tous les processus F, et -O qui veut dire afficher forme d'affichage différente, -FO plutôt. Donc je veux afficher en premier l'UID, en second le PID, en troisième la CMD. C'est pas F, c'est E, pardon, j'ai fait une bêtise. Et là du coup j'ai mon affichage personnalisé comme je voulais, c'est-à-dire qu'en premier, je vais remonter en haut, en premier j'aurai mon UID, en second mon PID, et en troisième la CMD. Donc en fait, ce que j'ai mis ici en argument, ça se trouve ici en colonne. UID, PID, CMD, c'est grâce à -O. Et vu que l'UID en fait c'est un nombre, je me demande si en mettant user ça marche. Si je remplace UID par user, est-ce que ça met le nom? Non, ça ne met pas. C'est pas grave. Mais ça marche quand même. Donc UID user c'est sensiblement la même chose. Mais j'aurais voulu qu'il m'affiche mon nom à moi à la place de mon identifiant utilisateur, qui est 1000. Ça aurait été un peu plus lisible. Mais bon, on va pas insister là-dessus. Ça ferait perdre du temps. Donc voilà en gros comment fonctionne la commande PS. Une petite astuce au passage, même si je déborde un peu de ce que j'avais prévu de faire, c'est que la plupart du temps on fait un PS, c'est pour récupérer, comme je l'ai dit, le PID d'un processus qui fait bugger l'ordinateur.
Donc là, imaginons que j'ai Firefox, si je fais ps-ef par exemple, je vais afficher tous les processus, et que j'ai envie de rechercher Firefox là-dedans. Comment je fais? Donc là, je repère facilement Firefox et ici, mais j'ai quand même pas mal de choses à trier, j'ai énormément d'informations. C'est difficile de trouver le processus Firefox dans tout ce bazar. Comment je fais? En fait, j'ai une petite astuce, c'est ps-ef pipe. Donc ça, en fait, c'est un trait s'appelle un pipe. Et je peux faire un grep. Le grep, on le verra un peu plus loin, de Firefox. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça recherche dans... Ça récupère... C'est l'objet du prochain tutoriel. Ça, en fait, ça va renvoyer tout le bazar qu'on a vu tout à l'heure, toute la liste. Donc tous les trucs. Tac. Grep Firefox, en fait, ça va rechercher toutes les lignes contenant le mot-clé Firefox. Donc par conséquent, j'aurai seulement quelques résultats à la place d'avoir une centaine. Si je fais ça, vous remarquez que j'ai toutes mes lignes contenant Firefox et par conséquent, je repère très vite l'UID, le PID, sans avoir à chercher trop. Donc là, ça sera l'objet d'un prochain tutoriel, l'explication de ces fameux pipes ici. Mais bon, pour le moment, c'était juste pour vous montrer rapidement comment on s'en sert. Ensuite, la prochaine commande que l'on va voir, c'est top. La commande top, en fait, c'est une sorte de gestionnaire des tâches. Ça permet d'afficher les processus en cours en temps réel. Donc en fait, ça reviendrait à faire un PS toutes les 3 secondes, pour faire simple. Donc top, c'est une commande qui exécute un PS toutes les 3 secondes. Pour résumer. Et c'est une sorte de gestionnaire des tâches, puisqu'on a la charge de chaque processus, etc. Comme option fréquente, on a "-u", même si on s'en sert pas très souvent. Généralement, on fait un top sans rien, comme ça, top, sans argument. Là, encore une fois, c'est un peu difficile à décoder. On retrouve le PID ici, le user. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est le CPU et la mémoire. On retrouve des informations sur la mémoire ici en haut. Voilà. Là, on a des informations sur la mémoire, sur la swap. Donc ici en haut, des informations. Ici, ce qui nous intéresse, c'est commande, mémoire, CPU, user et PID. Donc généralement, pourquoi on fait un top? On fait un top quand notre ordinateur bug la plupart du temps et qu'on recherche quel processus fout le bazar. Donc là, en l'occurrence, j'aurais éventuellement un processus qui peut me faire bugger l'ordinateur. Ça serait le processus qui s'appelle ffmpeg, parce qu'il utilise quand même 60%, 63% du processeur, du CPU, ce qui est quand même assez énorme, et qu'il utilise de la mémoire. Donc en fait, on fait un top pour repérer quel processus fait bugger le système, dans le but de récupérer son PID, dans le but, plus tard, avec la commande kill, de faire s'arrêter ce processus. Donc c'est pour ça que je dis que ça ressemble à un gestionnaire des tâches, parce qu'on a en temps réel, ou quasi temps réel, toutes les 3 secondes, si je dis pas de bêtises, ou toutes les 1, je ne sais plus, une mise à jour de l'état des processus. Donc ici en haut, vous remarquez qu'on a les processus en cours d'exécution, les processus qui sont endormis, les processus qui ont été stoppés, et les processus en mode zombie. Donc là, on retrouve un peu les 3 états que j'avais expliqués au niveau de l'ordonnanceur, stoppé, en attente et en cours d'exécution. On a le total ici des processus ou des tasks, c'est-à-dire les tâches. On a le nom d'utilisateur, on a quoi? On a plein d'informations en fait. On a load average qui correspond en fait un peu à l'utilisation du processeur, la mémoire, tout ça. On a les CPU, donc là vu que j'en ai 4, c'est un peu compliqué à décoder. Mais en gros, c'est une espèce de gestionnaire des tâches en ligne de commande. Donc tout ça pour en venir au fait d'aborder la commande suivante, qui est la commande kill, qui permet grosso modo d'arrêter des programmes, même si c'est un peu simpliste de le définir comme ça. Donc avant, la notion de signal. Donc un signal est adressé à un processus pour l'avertir d'un événement.
L'émetteur peut être le système, un autre processus ou l'utilisateur. Lorsqu'un processus reçoit un signal, il interrompt le cours normal de son exécution. Et voici la liste des principaux signaux utilisés. Donc pour faire simple, on va faire un petit schéma vite fait en haut. On a un processus, il reçoit un signal. Qu'est-ce qu'il fait? Il exécute en fait ce que signifie le signal. Donc la plupart du temps, il s'arrête. Il peut se mettre en pause aussi, grâce au signal qui est là. Mais sinon, soit il s'arrête parce qu'il a été tué, soit il s'interrompt, c'est-à-dire qu'il a été tué, mais de manière plus gentille, pour faire simple. La plupart des signaux peuvent être interceptés, c'est-à-dire que dans le processus, dans son codage, il peut y avoir une condition, genre, si on reçoit un signal de type SIGINT, faire ça. Donc ça, en fait, c'est dans le code. Si le processus reçoit un SIGINT, il peut exécuter une routine spéciale pour le SIGINT. Par contre, il y a des signaux qui ne peuvent pas être interrompus, interceptés du moins. Ces signaux portant une étoile, c'est les deux là. Même si on a plusieurs, je crois, il y en a un peu plus. C'est le SIGKILL qui tue le processus sans lui demander son avis, et le SIGSTOP qui lui demande de se mettre en suspension, c'est-à-dire en pause, pour faire simple. Là, encore une fois, sans lui demander son avis. Donc pourquoi on parle de signal? Parce qu'en fait, la commande kill permet d'envoyer un signal à un processus. Donc la plupart du temps, kill, on l'assimile à la commande qui permet d'arrêter un processus, ce qui n'est pas faux, mais elle permet de faire plus de choses. La définition exacte de kill, c'est envoyer un signal à un processus. Mais la plupart du temps, c'est pour arrêter un processus. Parce que kill veut dire tuer, donc bon, ça porte à confusion. Comme option fréquente, on a -L qui permet d'afficher la liste de tous les signaux possibles. Donc il y en a une trentaine qui sont intéressants. Donc si je fais kill-L, on a la liste de tous les signaux. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait un tri des signaux qui étaient déjà intéressants. Il y avait le 2 qui est intéressant, le 9, le 18 et le 19. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais presque. Le 2 qui demande à un processus de s'interrompre, mais de manière gentille. Le 9 qui demande de s'interrompre un processus de manière méchante. Donc en gros, il l'interrompt sans lui demander son avis, sans qu'il ait le temps de terminer ce qu'il est en train de faire. Le SIGSTOP qui permet d'endormir un processus, c'est-à-dire de l'arrêter, mais de le mettre en pause. Et le SIGCOUNT qui permet à un processus de le reprendre. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait un SIGSTOP, on fait un SIGCOUNT pour relancer le processus. Donc on va voir ça avec une petite application qui est très amusante, qui est X-Eyes. Donc X-Eyes, c'est une petite application qui permet en fait de... C'est des yeux qui suivent un peu le curseur de la souris. Donc comme je vous l'ai dit, imaginons que X-Eyes bug et fasse planter mon ordinateur. Comment je fais pour l'arrêter? Il faut que je récupère son PID. Pour récupérer son PID, je fais un ps-f, on utilise l'astuce que j'ai vue tout à l'heure, qui est de faire un grep et de rechercher le mot-clé X-Eyes. Et en faisant ça, je récupère le PID du processus qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, le PID, ça doit être ça. Je récupère le PID et là, je fais kill. Je mets quel signal je veux lui envoyer à ce processus. Donc là, je veux l'arrêter. J'ai deux solutions. Soit je suis gentil, j'envoie un SIGINT, je lui demande gentiment de s'arrêter. Soit le processus, il bug vraiment et il intercepte ce message, il fait pas ce que je veux. Et dans ce cas, je lui envoie un SIGKILL et ça l'arrête directement sans lui demander son avis. Donc je peux faire kill-SIGINT, parce que là, il n'y a pas l'air de trop bugger, donc SIGINT. Et en paramètre, je précise le PID du processus, et en l'occurrence, c'est 8775. Et là, mon X-Eyes a disparu puisqu'il a été arrêté. Je peux le relancer. Et du coup, comme je l'ai relancé, normalement, le PID a changé. Si je refais un PS, le PID du processus a changé parce que c'est un nouveau processus que j'ai lancé. Il est différent de l'ancien. Comme marqué qu'il marche encore, il suit des yeux la souris. Donc en apparence, SIGINT ou SIGKILL a le même résultat, le même effet, mais c'est pas tout à fait vrai.
Donc plutôt que de mettre sigint ici, qui est assez long à écrire, je pourrais directement mettre kill-2, parce que le sigint c'est 2 ici, en haut. Je l'ai d'ailleurs précisé dans mon tableau des numéros de signal. Sigint c'est 2. Je peux directement faire kill-2 et le processus. Ça va faire arrêter le processus de la même manière. Je relance xeyes, je le remets en premier plan, comme ceci. Donc maintenant, il y a un autre signal qui est intéressant, c'est le signal qui permet d'arrêter le processus, mais sans le fermer, le mettre en pause. Donc c'est kill-19, ou je pourrais écrire aussi kill-sig-compte, et je mets le nom du processus, enfin le PD du processus que je n'ai pas récupéré, que je vais récupérer tout de suite, voilà. Donc kill-sig-compte xeyes. Donc là, vous remarquez bien que lorsque je bouge ma souris, les yeux bougent. Si je fais kill-sig-compte et que je mets en PID le PID du processus qui est là, voilà, le processus, normalement, je me suis trompé peut-être. Non, c'est pas sig-compte, c'est sig-stop. Sig-compte, c'est pour le relancer. C'est sig-stop, j'ai dit une bêtise. Voilà. Là, on voit qu'il a été stoppé. Là, on voit qu'il ne bouge plus, il est à l'air inactif. On dirait qu'il a bugué, mais en fait, non, il a juste simplement été stoppé. Si je veux relancer, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais le sig-compte. Kill-sig-compte ou kill-18, ça revient au même. C'est exactement la même chose. C'est juste deux manières différentes de l'écrire. Et en faisant ça, vous remarquez que mon processus est de nouveau actif. Voilà. Donc je pourrais faire un kill. Donc avant, je vous montre une autre commande aussi. Donc voilà. Donc en gros, kill-2 pour interrompre un processus gentiment. Kill-9 pour interrompre un processus sans lui demander son avis. Kill-19 pour suspendre un processus, le mettre en pause. Kill-18 pour le réanimer, le relancer. Une autre commande qui est différente de kill, ça s'appelle kill-all, A2L, qui elle, en argument, ne prend pas un PD de processus, mais un nom de processus. Donc c'est parfois utile lorsqu'on n'a pas envie de faire un PS pour récupérer le PD du processus. On peut directement faire kill-all, espace xeyes. Je veux arrêter le processus qui s'appelle xeyes. Et en faisant ça, ça fonctionne de la même manière. Donc voilà un peu les résumés de la notion de signaux et de l'utilisation de la fonction kill. Donc en fait, PS et kill sont des fonctions, enfin sont des commandes complémentaires. On utilise PS pour récupérer le PID et on utilise kill pour arrêter un processus. C'est l'utilisation basique qu'on en fait. La prochaine commande qu'on va utiliser, c'est une commande qui permet de rechercher des fichiers et qui s'appelle locate et qui permet de rechercher des fichiers, mais j'ai mis entre parenthèses rapide. Pourquoi ça? Parce qu'il y a deux fonctions de recherche sous Unix, la fonction locate et la fonction find. La fonction locate est rapide parce qu'elle utilise une base de données. Bon, pour faire simple, sous Unix, il y a une base de données que je vais représenter par un carré qui contient un peu le nom de tous les fichiers, même si c'est pas exactement ça. Donc là, j'ai des fichiers, les petits carrés des fichiers. Et la base de données, en fait, elle contient les noms de tous ces fichiers. La commande locate, elle interroge cette base de données pour pouvoir, en fait, rechercher des fichiers. Le problème avec cette base de données, c'est qu'elle n'est pas tout le temps mise à jour. C'est-à-dire que si j'ai un fichier récent ici, et qui n'est pas présent dans cette base de données, ben locate ne le trouvera pas. Parce que locate se contente d'interroger cette base de données. Si le fichier est nouveau, et s'il a changé d'emplacement, que son chemin a été modifié, et que ça n'a pas été mis à jour dans la base de données,
et bien en gros locate ne le trouvera pas. Mais locate c'est très rapide parce que interroger une base de données c'est beaucoup plus rapide que de rechercher le fichier en parcourant les différents dossiers, comme le fait la commande find. Donc voilà la nuance entre les deux commandes find et locate. Donc la commande find est beaucoup plus puissante mais beaucoup plus lente. La commande locate est rapide mais beaucoup moins puissante. Comme option fréquente, on a -i qui permet de rendre la commande insensible à la casse, c'est-à-dire insensible aux majuscules et aux minuscules. L'option -n pour limiter le nombre de résultats. L'option -c pour compter le nombre d'occurrences à la place de renvoyer les fichiers qu'il a trouvés. Donc on va tout de suite faire un test. On va se placer dans le dossier tuto console et imaginons que je souhaite rechercher mon fichier qui s'appelle console_partie1.odp. Donc je sais comment s'appelle mon fichier, mais j'ai oublié où est-ce qu'il est sur le disque dur. Qu'est-ce que je fais? Moi, je tape locate suivi du nom de mon fichier, qui est console_partie1. Et là, j'ai plusieurs résultats. Donc j'ai tous des fichiers qui contiennent la chaîne de caractères. Ici, console_partie1. Et je vois qu'ils sont tous situés dans le répertoire ici. Dans ce répertoire-là. Donc ça, c'est plutôt bien pour le moment. Ça fait ce que je veux. Mais maintenant, si je veux rechercher, par exemple, imaginons, je souhaite rendre ça insensible à la casse, c'est-à-dire que si je mets des majuscules au début et à la fin de mon fichier, il me trouvera quand même mon fichier parce que j'ai mis l'option -i qui est insensible à la casse. Sans cette option -i en mettant des majuscules, locate est sensible à ça, il ne me trouverait pas le fichier. Autre option de locate qui est intéressante, c'est les jokers. C'est pas réellement une option, mais c'est... Vous allez voir tout de suite, si je veux rechercher tous les fichiers qui terminent par ODP, donc étoile.odp. Étoile.odp, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le étoile, c'est un joker. Donc le étoile, c'est le joker, et le joker, ça veut dire soit l'ensemble vide, c'est-à-dire aucun caractère, rien, soit tous les caractères, tous les nombres, tous les chiffres répétés une ou plusieurs fois. Donc en gros, c'est A, Z, etc., 1, 9, répété une ou plusieurs fois. Donc en gros, c'est tous les noms de fichiers. C'est un joker, c'est comme son nom parle bien, ça veut dire que ça remplace n'importe quelle chaîne de caractères. Et là, il me retrouve tous les fichiers qui se terminent par .odp. Le étoile étant représenté par ça. Le étoile remplaçant le nom du fichier. Donc c'est une utilisation un peu plus puissante du locate, mais encore une fois, il interroge une base de données si le fichier est récent et qu'il n'est pas présent dans ces bases de données, le locate ne le trouvera pas. On a -n pour limiter le nombre de résultats, donc par exemple si je recherche tous mes fichiers MP3, si je fais locate étoile.mp3, je vais en avoir une tonne. Je vais lancer la commande, elle va s'emballer, ça doit me dire n'importe quoi. Je fais ctrl+c pour couper ça. Par ailleurs, pour la petite parenthèse, lorsque je fais ctrl+c pour arrêter une commande, ce qui se cache derrière le ctrl+c en fait, c'est le signal sigint. C'était juste la petite parenthèse. Donc là, vous remarquez que j'ai énormément de MP3. Et si je fais un locate étoile.mp3, j'aurai trop de résultats et je veux pas ça. Si je veux limiter le nombre de résultats, par exemple, aux 20 premiers, donc je fais -n, 20. Et ça se limite aux 20 premiers résultats avec des chansons que je ne sais même pas que je sais dans le disque dur. Mais c'est pas grave. Donc -n pour limiter le nombre de résultats. On a -c pour compter le nombre de fichiers. Donc là, par contre, ce qui serait intéressant de faire, c'est locate-c étoile.mp3 pour compter le nombre de fichiers mp3 que j'ai sur mon disque dur. Et à la place de me renvoyer le chemin de tous les fichiers, il me renvoie le nombre de mp3 que je possède, en l'occurrence 6161. Je pense en avoir un peu plus, mais bon. Donc voilà comment on utilise locate. Donc locate est utile pour faire des petites recherches rapides. Dès qu'on a besoin de faire des recherches un peu plus importantes avec... Parce que locate en fait permet simplement de rechercher
à partir du nom du fichier, tout simplement. Et permet de faire des recherches qu'à partir de la racine. C'est-à-dire que si je veux faire des recherches à partir de mon dossier personnel, à partir d'ici, je ne pourrais pas. Locate est limité avec ça en fait. Il ne sait pas faire. Apparemment, c'était une volonté des développeurs de faire ça. Ce qui n'est pas le cas de find. Donc la deuxième commande qui est beaucoup plus puissante, qui est find, qui elle permet de rechercher des fichiers de manière puissante mais lente. Donc comme je dis, locate une base de données et il interroge cette base de données. Lui, le find, il agit autrement. Il prend ce qu'on lui passe au premier argument, c'est-à-dire le chemin, soit le répertoire courant, soit le chemin où est-ce qu'on veut effectuer la recherche. Donc là, par exemple, je mets un tilde, ça veut dire homme. Lui, il va se placer dans le répertoire homme. Il va lister tous les dossiers. Donc les dossiers représentés par des carrés. Il va aller dans tous ces dossiers. Et il va rechercher récursivement les fichiers. C'est-à-dire qu'il va faire des recherches récursives. Ce qui va prendre beaucoup plus de temps, mais qui va être beaucoup plus puissant parce qu'on ne fait pas appel à une base de données. Par conséquent, si un fichier a été créé récemment et qu'il n'est pas présent dans la base de données, find le trouvera quand même. Ce qui fait des recherches récursives, c'est-à-dire qu'il parcourt tous les dossiers un par un, il teste tous les fichiers. Par conséquent, il trouvera le fichier qu'on recherche, même s'il n'est pas présent dans la base de données. Comme option fréquente, on a -name qui permet de faire des recherches par rapport au nom, -ename pour faire des recherches par rapport au nom mais le rendre insensible à la casse, -type qui permet de rechercher un certain type de fichier, par exemple des dossiers ou des fichiers normaux, ou des raccourcis, ce genre de choses. Les types de fichiers, j'en ai déjà parlé dans la première ou la seconde vidéo, j'ai oublié, donc je ne vais pas y revenir. -addType pour rechercher par date de dernier accès, ou -mtype par date de dernière modification. Et -exec qui est une commande super puissante qui permet d'exécuter la commande au fichier, la commande donnée au fichier trouvé. Donc on va tout de suite se prendre un exemple. Donc je vais taper find. Je veux rechercher des fichiers dans mon répertoire personnel. Donc je mets tilde. Donc tilde, hein, c'est un synonyme de répertoire personnel. Hein. Je l'ai expliqué dans la première vidéo ça. Et je veux rechercher un fichier par rapport au nom, donc -name. Et je veux que mon fichier s'appelle console par exemple. Je veux que mon fichier contienne le mot console. Là, tout de suite, vous remarquez que c'est beaucoup plus long à rechercher. Mais il m'a trouvé un fichier console. Je peux utiliser le joker pour avoir un peu plus de résultats. Par exemple, étoile. Je veux que mon fichier contienne le mot console. Étoile, console, console. Étoile, console, étoile. Et là, il me trouve tous les fichiers qui commencent par une chaîne de caractères, qui contiennent console et qui terminent par notre chaîne de caractères. J'agrandis les résultats. Donc là, vous remarquez que le temps d'attente est un peu plus long parce qu'il recherche récursivement, ce qui prend beaucoup plus de temps. Donc pour limiter le temps d'attente, je vais me placer dans mon dossier tuto console. Et si je veux rechercher des fichiers, des tutoriels, tuto console, où est-ce que j'ai? Si je veux rechercher les fichiers console, par exemple, voilà, tous les fichiers ODP. Enfin, je procède de la même manière qu'avec le locate, je fais étoile.odp. -name étoile.odp et je trouve tous les fichiers .odp. Si je veux limiter le type de fichier au dossier, par exemple, type, je veux faire des recherches avec un type D, qui veut dire directory dossier en anglais. Je veux rechercher les dossiers qui commencent par le nom fichier. Fichier étoile. Il me trouve tous les dossiers qui commencent par le nom fichier et qui terminent par une chaîne de caractères. Donc c'est assez puissant, mais c'est pas encore... qui est beaucoup plus puissant. Le -exec qui permet d'exécuter une commande
sur chaque fichier qu'il trouve. Donc par exemple, si je recherche tous les fichiers PDF contenus dans mon dossier tuto console et que je souhaite les copier dans mon dossier PDF, comment je fais? Donc je vais effacer ça déjà. Je veux rechercher tous les fichiers PDF et les copier là-dedans. La commande find le permet, parce qu'il me suffit de faire find, je recherche dans mon dossier courant tout simplement. Mince, j'ai fait une bêtise. Je recherche dans mon dossier courant tous les fichiers qui se terminent en PDF. Et je veux que ce soit des fichiers de type tiré, c'est-à-dire normal, régulier, quoi. Quoique je ne sais pas si ça se marque comme ça. Il faudrait faire un tour dans le manuel pour être sûr. Ouvrir un onglet, tac. Man find. On fait une recherche par rapport au type. C'était, voilà, type. Parce que les fichiers réguliers sous Unix sont représentés par un tiret. Mais avec la commande find, je ne sais pas s'il faut mettre un tiret ou pas, parce que ça risquerait de poser des problèmes au niveau des arguments. Il risquerait de prendre ça pour un argument. Voilà. Tiret type, c'est, voilà. Bloc, caractère, directory, name. Regular file, c'est F, c'est pas un tiret. C'est ce que je me disais. Donc je recherche des fichiers réguliers qui se terminent par .pdf et je veux les copier dans mon répertoire PDF. Donc je fais -exec. Tu exécutes la commande copie tout simplement. Je copie, je mets l'option -v pour qu'on puisse avoir un aperçu de la copie en temps réel, qui veut dire verbose, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Je copie les fichiers que je trouve dans mon dossier. Tuto console /pdf. Et je termine par un anti-slash point virgule. Donc on va expliquer un peu cette commande. Enfin, donc je vais rechercher tout ce qui se termine par un PDF, qui est de type fichier normaux. J'exécute la commande sur chacun des fichiers qu'il trouve. J'exécute la commande copier, je copie le fichier qu'il trouve, parce qu'il va voir ça ligne par ligne, dans mon dossier PDF. Et ça, en fait, on met toujours ça dès qu'on utilise exec, on met toujours anti-slash point virgule pour indiquer à exec que la commande est terminée. Si je fais entrer, là j'ai le -v, la commande cp qui entre en jeu, là, tout ça. Mais si je fais un tour dans mon dossier PDF, j'ai tous mes documents qui ont été copiés. Tous les documents PDF contenus dans mon dossier tuto console ont été copiés dans mon dossier PDF. J'aurais pu les déplacer avec la commande mv, mais j'ai pas envie de le faire. Donc comment ça fonctionne derrière en fait? Parce que c'est un peu... la première fois qu'on m'a expliqué ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Donc si je fais find, mais sans le exec, qu'est-ce qui se passe? Il me renvoie en fait chaque fichier qu'il trouve. Il me renvoie tous les fichiers qu'il trouve, c'est-à-dire ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il prend ce fichier à chaque fois. Ce fichier-là, il va le prendre. Donc imaginons celui-là. Ligne par ligne, il va prendre le fichier. Il va exécuter la commande cp. Il va remplacer les accolades par le chemin du fichier qu'il a trouvé. Il va exécuter la commande cp dans le dossier PDF, quoi. Hein. Le style PDF. Hop, il va voir ça. Il va voir le anti-slash point virgule, là, qui est ici. Il va passer à la ligne suivante, et ainsi de suite récursivement. Donc en gros, il exécute la commande. Il remplace ça par le chemin du fichier qu'il a trouvé.
Une fois qu'il voit le anti-slash point virgule, il passe à la ligne suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà comment fonctionne un peu l'option "exec" de la commande find. Ce qui est vraiment très pratique. Donc là, l'exemple concret que je vous ai donné, si vous voulez un jour copier tous vos fichiers MP3 dans un dossier MP3, mais vous n'avez qu'à faire une commande find plutôt que de le faire manuellement avec des copier-coller. Là, avec la commande find, en une ligne de commande, on fait ça en quelques secondes. Donc c'est là que commence à apercevoir un peu la puissance et l'utilité de la console. Oups, j'ai encore fait une bêtise. J'ai activé l'écran. Voilà. J'avais activé l'écran. Ce que je voulais pas faire. Voilà. Donc voilà pour la commande find. Donc il y a plein d'options. Il n'y a pas que "name", "type", "rectime". Hein. Il faut aller voir le manuel, c'est bien expliqué. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails sur la commande find. Honnêtement, on pourrait faire une vidéo de 3 heures dessus, qu'on n'aurait pas tout dit. Donc maintenant, on passe aux commandes de filtre, même si on est déjà un peu find, c'est une commande de filtre un peu. Une commande de filtre, c'est afficher le début d'un fichier. Donc la commande qui permet de faire ça, c'est "add", et ça affiche les premières lignes d'un fichier. On a l'option "n" qui spécifie le nombre de lignes que l'on souhaite voir apparaître, et "v" qui affiche les en-têtes d'un fichier. Donc comment on fait? Alors j'ai créé un fichier exprès test-add pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc mon fichier test-add en fait contient 20 lignes. Et le fichier la commande add permet d'afficher les 10 premières lignes par défaut. Donc je vais me placer dans mon dossier fichier exemple, voilà. Je vais exécuter un add sur le test_add. Voilà. Si j'ouvre le fichier qui se nomme test_add-tail, par défaut, sans option, il m'ouvre les 10 premières lignes du fichier, ce qui est le cas parce qu'il s'arrête à 10, alors qu'en réalité j'ai 20 lignes. Si je précise "n5", il va m'ouvrir les 5 premières lignes. J'ai même pas besoin de mettre le "n", si je fais directement "5", il comprend tout seul qu'il faut les 5 premières lignes. Le "v" qui n'est pas franchement utile. Est-ce que ça marche si je fais "v5"? J'ai un doute. C'est bien ce qui me semblait. Il faut que je fasse "vn5". Le "v" permet tout simplement d'afficher le nom du fichier, les en-têtes, en haut, ce qui n'est pas franchement utile. Donc là, "n", qui veut dire tête, permet d'afficher les premières lignes d'un fichier. On a la commande inverse qui est "tail", qui fonctionne exactement de la même manière, "tail". Je précise en argument le nom du fichier. Donc c'est test_, qui lui m'affiche par défaut les 10 dernières lignes. Si je précise "n5" ou directement "5", il m'affiche les 5 dernières lignes. Mais la commande "tail" possède une option supplémentaire qui permet de mettre à jour un fichier lorsqu'il se met à jour. Donc j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais c'est l'option "-f". C'est-à-dire que si mon fichier ici se modifie, c'est-à-dire que si j'ai des lignes qui vont se rajouter, avec l'option "-f" de tail, ça va suivre les lignes dans la console, toutes les X secondes. Mais ça, je peux pas vous le montrer malheureusement parce que j'ai pas de fichier qui se modifie. Donc add et tail, ça fonctionne de la même manière, ce sont un peu les opposés. Add ouvre le début, tail ouvre la fin. Tail en anglais, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire queue, donc pour penser à la fin, la queue du fichier. Ensuite, expression régulière. Donc là, on va voir quelque chose qui est assez compliqué. Donc une expression régulière, c'est un motif qui décrit un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise. Donc c'est un peu du charabia dit comme ça. Mais une fois qu'on va voir concrètement comment fonctionnent les commandes, on va tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Donc j'en ai déjà un peu parlé que le Joker, hein, c'est un peu le même principe. Mais cette fois-ci, l'étoile est différente, attention. Hein. Donc le point, ça représente n'importe quel caractère. C'est-à-dire A, Z, 1, 2, tout ce qu'on veut, point, étoile, tout ce qu'on veut, n'importe quel caractère.
L'étoile, ça veut dire 0 ou plusieurs fois l'élément précédent. C'est-à-dire que si je fais point étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'importe quel caractère répété 0 ou plusieurs fois. Le point d'interrogation, c'est 0 ou une fois l'élément précédent. Donc si je fais point d'interrogation, ça veut dire n'importe quel caractère répété 0 ou une fois. Si je fais point et que je mets un plus, ça veut dire le caractère précédent, c'est-à-dire n'importe quel caractère, répété au moins une fois, et au maximum plusieurs fois. On peut être plus précis en utilisant les accolades ici. On peut être plus précis, à la place de mettre le point, on peut mettre je veux seulement les caractères A, B ou C. A, B ou C, à la place du point qui veut dire tout. Là, je réduis un peu mon espace. Donc, point étoile, ça veut dire n'importe quel caractère parmi A, B ou C répété une ou plusieurs fois. Répété 0 plusieurs fois. Pardon. On a aussi la négation, qui est ceci, qui veut dire n'importe quel caractère hormis A, B ou C. Et puis, voilà. Ici, j'ai fait une erreur, par contre. C'est pas exactement une fois l'élément précédent, en fait, ça veut dire... Ça veut dire qu'il commence par. On verra ça plus tard. Donc ça, j'ai fait une erreur, il faudra que je rectifie. Et pareil pour le dollar, j'ai fait une erreur. J'ai dû faire un copier-coller qui est mal passé. Les deux là, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il commence par. Et ça veut dire termine. On verra ça avec le grep, qui est la prochaine commande que nous allons voir, qui signifie Global Regular Expression Print. Son but est de rechercher une chaîne de caractères dans un fichier. Donc là, c'est quelque chose qui est assez puissant. Comme option, on a tiré grand E pour activer l'expression régulière étendue. Donc ça, en fait, il faut quasiment le mettre tout le temps. -I pour rendre insensible grep à la casse, c'est-à-dire majuscule minuscule, et -V pour inverser le sens de la correspondance. On verra ça plus tard. Donc là, encore une fois, j'ai préparé un fichier spécial qui s'appelle test grep. Je vais l'ouvrir. Et imaginons que je souhaite rechercher dans ce fichier grep la chaîne de caractères MOT. Comment je fais? Je fais grep, je précise ce que je recherche, MOT, et je précise dans quoi je le recherche, dans test grep, dans le fichier qui s'appelle test grep. Et il me le renvoie toutes les lignes où apparaît le mot que j'ai recherché. Donc en l'occurrence, j'ai recherché MOT, et il me renvoie les lignes où apparaît MOT. Je peux changer MOT pour le remplacer par BLA. Là, il me renvoie toutes les lignes qui contiennent BLA. Je peux même faire plus puissant que ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me limiter ici forcément à un seul fichier. Je peux mettre l'étoile carrément. C'est-à-dire tous les fichiers contenus dans mon dossier fichier underscore exemple. Tu me recherches l'expression BLA dans tous les fichiers contenus dans mon répertoire fichier exemple. Et là, on constate que dans mon... Comment on lit ça en fait? Dans le fichier qui s'appelle test underscore grep, il m'a trouvé cette ligne-là. Et dans le fichier qui s'appelle test underscore sed, il m'a trouvé cette ligne-là. Ce qui est quand même très puissant. Parce qu'on peut faire des recherches comme ça, c'est des dizaines de fichiers sans aucun problème. Ensuite, on peut utiliser le grep avec les expressions régulières. C'est pour ça que j'en ai parlé juste avant. Mais par contre, dès qu'on utilise les expressions régulières avec le grep, on met -E. Donc soit on écrit grep -E majuscule, comme ceci, ou soit on utilise la commande egrep, qui revient exactement au même. Taper egrep ou grep-E majuscule, c'est pareil. Donc on va taper egrep. Cette fois-ci, imaginons que je souhaite rechercher dans mon fichier toutes les lignes qui commencent par begin. Donc je mets ça, qui veut dire qui commence par, dans les expressions régulières. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
l'espèce de caractère qui est ici, ça veut dire qu'il commence par. Et ça, c'est commence par begin. Et je mets ensuite test underscore grep, le nom du fichier en fait, je mets un prix. Et là, il me renvoie toutes les lignes qui commencent par la chaîne de caractères begin. On peut aller plus loin. On peut rechercher, par exemple, je crois que j'ai pris l'exemple des nombres juste après. Voilà, toutes les lignes qui contiennent au moins un chiffre. Comment on représente ça? Y qui contiennent au moins un chiffre, ben c'est 0-9. Répété au moins une fois et au maximum plusieurs fois. C'est ceci. Et je mets test underscore grep. Quoique j'ai un doute sur... voilà, j'avais un doute, mais en fait non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il renvoie toutes les lignes qui contiennent un chiffre répété au moins une fois, ou plusieurs fois. On peut encore aller plus loin avec des trucs... on peut faire des choses assez compliquées. Un exemple concret. Imaginons que je souhaite récupérer des motifs. Par exemple, je souhaite récupérer les lettres, des motifs qui se répètent. Par exemple, AZA, AZA, des choses qui se répètent comme ceci. Donc là, on remarque qu'il y a AZA qui se répète. Et bien, on peut trouver ça avec le grep en faisant une expression régulière. Comment on fait ça? Y, parce qu'on utilise une expression régulière étendue, toujours. On recherche, donc je mets une parenthèse, je l'expliquerai un peu plus tard. On recherche des caractères, donc A-Z. Vous pouvez aussi, à la place d'aller, parce qu'en fait, on utilise l'alphabet. On peut faire A-Z, comme ceci. Mais si on veut se limiter, par exemple, à D, A-D fonctionne aussi. Donc là, en fait, on recherche dans l'alphabet, donc A-Z, un caractère des... On recherche, en fait, dans l'alphabet, A-Z, au moins un caractère et au maximum 3. Donc ça veut dire, en fait, au moins 3, au moins 1, pardon, et au plus 3. Ça veut dire parmi l'alphabet, donc de A jusqu'à Z. Je ferme la parenthèse. La parenthèse, je vais l'expliquer plus tard. Et je mets anti/1. Et je mets le nom du fichier. Test grep, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? L'expression régulière de base est simple. C'est A-Z au moins une fois, au plus 3 fois. Donc, en fait, on recherche toutes les choses qui ressemblent à ça. Donc, A, AB, ABC, au maximum, tous les caractères dans le genre là. Les parenthèses, ça veut dire qu'on le mémorise. Donc ce que j'ai trouvé en premier, je le mémorise. Donc imaginons que j'ai trouvé ABC, qui correspond à ce pattern. ABC, je le mémorise. Et vu que c'est ma première parenthèse, ici, il va le mémoriser dans la case numéro 1. Et ensuite, pour avoir accès à cette mémorisation, on utilise anti/1. Anti/1, il va prendre le 1, il va aller le chercher, et il va le remplacer par ce qu'il a trouvé en premier. Donc là, en l'occurrence, si je trouve AZA, il va le stocker dans 1. Ici, j'ai anti/1. Anti/1, il va récupérer ce qu'il y a dans 1 ici, c'est-à-dire AZA, et le mettre ici. Par conséquent, de cette manière, je peux retrouver tous les motifs qui se répètent. Donc là, en l'occurrence, il a trouvé AZA, parce que c'est des motifs qui se répètent. ZZ, parce que ça se répète aussi, ça correspond, ça va dans cette regex. AAA, c'est de la même manière, ça se répète. BLA, ça se répète aussi. Donc ABL et ABL, ça se répète. Donc il me trouve tous les motifs qui se répètent. Donc voilà la manière de mémoriser les process, comment dire, ce qu'on a trouvé, c'est avec des parenthèses.
Donc par contre, grep fonctionne ligne par ligne, ça c'est quelque chose qui est très important. J'ai peut-être oublié de le préciser concrètement en fait, mais grep fonctionne en lisant un fichier ligne par ligne. On peut inverser le sens de la correspondance, donc en fait c'est on prend ça, tout ce qu'il a trouvé, mais tu l'inverses. C'est-à-dire ça va prendre l'inverse, simplement l'opposé. Donc je vais peut-être prendre celle avec les chiffres, voilà. Il me trouve les chiffres, et moi en fait je veux l'opposé de toutes les lignes qui contiennent des chiffres, c'est-à-dire les lignes qui ne contiennent pas de chiffres. Et parfois c'est plus simple de trouver les lignes qui ont des chiffres, plutôt que de trouver les lignes qui n'ont pas de chiffres. Donc ça peut être une manière assez maligne de détourner les problèmes. Plutôt de se prendre la tête à faire un regex super compliqué, on essaie de faire l'opposé, et avec -v on a ce qu'on veut. Donc -i insensible à la case, bon je vais pas en parler, hein. On l'a déjà plusieurs fois déjà. Donc sed peut être assimilable un peu à grep, ça ressemble un peu parce que c'est utilisé regex. Sa signification c'est stream editor, donc éditeur de flux, et ça permet de faire des transformations sur des chaînes de caractères. On a -r qui permet d'activer l'expression régulière étendue, -i qui permet de sauvegarder les modifications dans le fichier, donc ça bon, on va pas tellement le voir, et -e qui permet de passer plusieurs commandes d'édition. Donc ça encore une fois on va pas tellement le voir. En fait le sed a beaucoup d'utilités, mais dans les vidéos on va seulement voir une seule, qui est le substitute, qui permet de remplacer des mots-clés par des autres mots-clés. Je ne sais pas pourquoi je mets i ici par contre, oui. Donc, -r par contre, quasiment tout en mettre. Dès qu'on utilise une regex, une expression régulière, on met -r avec le sed. Donc j'avais fait un fichier spécialement pour le sed aussi, qui est ici. Et imaginons que je souhaite remplacer ici -1, mot-1 par mot-2 en ligne de commande. Comment je fais? Ben, je tape sed, guillemets, je tape s qui veut dire substitute, qui veut dire remplacer en fait. Je remplace quoi? Le mot 1 par quoi? Le mot 2. Voilà. Et dans quel fichier? Ben, je remplace ça dans test underscore sed. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment se décortique cette commande? S ça veut dire substitute. Mot 1 c'est le mot à rechercher. Je ne sais pas pourquoi j'écris de travers. Mot 2 c'est à remplacer. Si j'exécute ça, donc encore une fois, le sed, il fonctionne, elle a des similitudes avec le grep, c'est qu'il fonctionne ligne par ligne. Il lit un fichier ligne par ligne. Donc il va prendre chaque ligne, il va rechercher mot 1, la première occurrence du mot 1. Ici, il va rechercher mot 1. Donc ici, dans mon fichier, j'avais au départ mot 1 ici au départ. Ici, j'avais mot 1 et vous remarquez que ça a été remplacé par mot 2. Mais le deuxième mot 1 que j'avais ici, il n'a pas été remplacé. Donc ça, parce qu'il faut utiliser une option, il faut rajouter un G ici en dernier pour le dire qu'il modifie toutes les occurrences. Parce que si on ne met pas de G, il modifie la première occurrence sur la ligne qu'il a trouvée. C'est-à-dire qu'il cherche une fois le mot 1, il a trouvé une fois, il est content, il le remplace par mot 2, et il passe directement à la ligne numéro 2 sans chercher à comprendre. Tandis qu'avec le mot G, il va chercher une fois le mot 1, et il va continuer à le rechercher sur la même ligne. Donc si je prends la même commande et que je rajoute G, il va remplacer toutes les occurrences du mot 1 par mot 2. Mais ça ne modifie pas mon fichier, parce que pour modifier mon fichier, il faut que je rajoute l'option -i. Ce que je ne vais pas faire, parce qu'après je ne pourrai plus vous montrer d'exemple. Donc le set permet de rechercher et de remplacer. Et là on pourrait utiliser des expressions régulières en utilisant l'option -r qui permet d'activer les expressions régulières étendues. Et on pourrait rechercher par exemple le motif blablabla ici. Comment on pourrait rechercher ça? Tout simplement en essayant de rechercher un motif.
remplacer par exemple A-Z, répéter au moins une fois, ou plus plusieurs fois, au plus 3 fois, voilà, au moins 2 fois pour éviter des problèmes par la suite. Ça, on le sauvegarde avec des parenthèses. Donc en fait, c'est le même exemple que tout à l'heure. Hein. Et en fait, ça, on veut le remplacer par... On veut remplacer ce motif par un autre, par exemple. Imaginons... on veut le remplacer par test. Donc il va rechercher en fait les motifs qui correspondent à la regex qu'il y a ici. Donc là en l'occurrence moi je veux viser bla bla. Et il va le remplacer par test qui est ici. Et là on voit bien que comparé en haut ici j'avais blablabla et là j'ai test. Donc voilà un peu comment on utilise les regex. Mais dès qu'on utilise les regex, donc les regex c'est l'expression régulière, hein, on met "-r". Ensuite, ah oui, on peut aller un peu plus loin. On peut être un peu plus précis. Par exemple, si je mets sed, j'avais prévu le coup, il me semble, voilà. Si je veux remplacer M1 seulement la ligne 5 et 7, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, ben je fais sed, -r, peut-être pas -r en fait, non, 7 tout court. Je mets 5, 7 parce que je veux seulement modifier les lignes 5 et 7. Je mets S parce que je veux remplacer M1 par M2. Je mets G parce que j'ai envie de tout remplacer dans test underscore grep. Donc du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la ligne 5, c'est-à-dire celle-ci, remplacer M1 par M2, prendre la ligne 7 et remplacer M1 par E2. Et la ligne 6 qui est entre les deux ne sera pas modifiée, le M1 de la ligne 6 ne sera pas modifié. Donc si je fais ça, ah mince, j'ai fait test grep et c'est test cell le fichier. J'ai fait une bêtise. Ça ne marche pas pour une raison que j'ignore. Il m'a aussi remplacé mon numéro 6. Et ça, je voulais pas qu'il me le remplace. Bon, j'ai peut-être fait une erreur. C'est peut-être pas une virgule qu'il faut. Il doit comprendre de la ligne 5 à 7. Il doit comprendre ça, je pense. C'est peut-être un point qu'il faut, non? C'est pas grave. Donc on a une autre manière de le faire. C'est d'utiliser l'option "-e" qui permet en fait d'ajouter autant de fois qu'on veut des expressions régulières. Donc je pourrais copier ça par contre, parce que j'ai pas envie de le recopier. Mince, j'ai fait quelque chose qui n'a pas apprécié. Copier, ce qu'on peut pas faire de copier-coller simplement dans une console, ce qui est dommage. Donc on peut enchaîner les conditions en fait, si je puis dire. Donc je vais le recopier normalement, parce que ça me prend plus de temps de faire un copier-coller qu'autre chose. 7S M1 par M2. Comme ceci. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est peut-être pas plus mal que c'est planté, parce que ça m'a permis de vous montrer autre chose. Donc on va faire un ctrl L, et voilà, on va reprendre ça. Donc on utilise l'option "-e", en fait l'option "-e" permet d'ajouter à la chaîne, autant de fois qu'on veut, des conditions comme dans le genre là. Je mets un "-e" et je mets une autre condition. Et du coup, je vais demander à ce que la ligne 5 soit modifiée seulement, que M1 soit remplacé par M2, et à la ligne 5, ici, M1 a bien été remplacé par M2. Je rajoute une condition, je demande à ce que à la ligne 7, M1 soit remplacé par M2, à la ligne 7, ça a bien été fait. À la ligne 6, j'ai toujours mon M1, ce que je voulais. Enfin, que je pense à modifier
ici, parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas. On va retester, hein, parce que c'est pas normal. Peut-être le G qui fait planter. Ouais, donc apparemment, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui restait? Ah oui, un exemple un peu pour vous montrer un peu la puissance des regex, des expressions régulières. Je veux remplacer, j'avais marqué user5, je veux remplacer user5 par toto5. Sauf que je veux garder le chiffre qui est après, et imaginons que je ne connais pas. Comment je fais ça? Donc 7-R parce que j'utilise l'expression régulière étendue. S, je veux remplacer user suivi d'un nombre que je veux récupérer. Slash, et je veux remplacer par toto, et je veux remettre le nombre que j'ai récupéré juste avant. Et ça dans le fichier test-sed. Et du coup, ici, avant, j'avais user5, c'était remplacé par toto5. Donc, c'est pour vous montrer comment récupérer un nombre avec les parenthèses. Maintenant, on passe à la suite. Donc, la commande sed, ce qu'il faut retenir, c'est que ça agit ligne par ligne. La commande sed, en réalité, elle est bien plus puissante que ça. Elle est beaucoup plus compliquée. Là, je me suis seulement contenté d'expliquer une utilité, mais en réalité, elle est vraiment monstrueuse, cette commande. Donc, si vous voulez en apprendre plus, hein, recherchez sur Internet ou vous regardez le manuel de la commande. Alors, une commande que j'aime bien, c'est la commande cut, qui affiche une ou plusieurs colonnes d'un flux de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça permet de manipuler des colonnes ou des tableaux. C'est-à-dire que là, j'ai fait un fichier spécialement pour le cut qui contient des colonnes. Dans un mot de texte, des colonnes qui ont été espacées par un espace. C'est-à-dire que col 1, ici, est séparé de col 2 par un espace. Et en fait, on peut traiter ça avec les commandes Unix, vraiment très simplement, avec la commande cut. Donc imaginons que j'ai mon fichier et que je souhaite seulement récupérer les colonnes 1 et 3. Comment je fais? Il y a une fonction, une commande qui s'appelle cut. On précise -d, d qui veut dire délimiteur. Donc ça veut dire par quoi sont séparées les colonnes. Donc dans mon fichier, les colonnes ont été séparées par un espace, donc -d comme ceci. Je précise que c'est délimité par un espace. Et je précise -f les colonnes que je veux récupérer. Donc -f pour field, qui veut dire colonne en anglais. Et je veux récupérer les colonnes 1, et 4. Les colonnes 1 et 4. De mon fichier qui s'appelle test_cut. Et je récupère seulement les colonnes 1 et 4 de mon fichier test. Si je veux récupérer les colonnes, on a plusieurs options. Les colonnes en fait depuis le début jusqu'à la colonne 5, c'est-à-dire la colonne 1 jusqu'à la colonne 5. Comment je peux faire? Moi, je mets un tiret et je mets un 5. Et quand je mets -5, en fait, donc je rappelle, ça, c'est le délimiteur. Donc là, en l'occurrence, c'est l'espace, quoi. Et ça, c'est ce qu'on veut récupérer. Voilà. Donc, en fait, on a plusieurs formats d'écriture pour -f. Donc, -f qui veut dire field. Soit on met 1, par exemple 1,3. Ça va récupérer les colonnes 1 et 3. Si je fais -f 3 ça va récupérer de la colonne 3 jusqu'à la dernière, quoi. Si je fais f
4, ça va récupérer du début jusqu'à la colonne 4. Donc on va faire quelques exemples, parce que là, donc F-5 du début jusqu'à la 5e. F5- de la 5e jusqu'à la fin. F1- par exemple 2-8 de la colonne 2 jusqu'à la colonne 8 incluse. Et voilà comment on traite des données sous forme de colonnes avec la commande cut. Donc la commande cut, elle est vraiment très utilisée, encore une fois, il faut vraiment la maîtriser, d'autant plus qu'elle n'est pas spécialement compliquée. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, il y a une astuce, parfois en fait, il arrive, je vais prendre un exemple concret même, que sur certaines colonnes, il y ait plusieurs espaces, comme ceci. Et par conséquent, vu qu'ici sur cette ligne-là, j'ai 3-4 espaces, ici j'ai 3-4 espaces, et là j'en ai un seul. Et quand je fais mon cut, du coup ça me pose problème, parce que comme délimiteur, c'est pas le même partout. Donc en fait, il faudrait compresser ces espaces ici en un seul. Il y a une commande qui existe pour ça, qui est tr. Et en fait, un exemple concret de ça, c'est lorsqu'on fait un PS. Parfois, on a besoin de travailler avec des PS, par exemple U, pour limiter le nombre de résultats. Ici, vous remarquez que pour avoir une mise en forme qui soit assez lisible, ici, par exemple, ici, j'aurai, on va dire, 3-4 espaces, tandis qu'ici, j'en aurai 7 ou 8. Et par conséquent, si je veux traiter ces données sous forme de tableau, séparés par un seul espace, il faudrait que ces espaces qui sont là, ils soient compressés en un seul. Et c'est l'astuce que j'ai donnée en fait dans ma commande. Dans la commande qui s'appelle dans le diaporama. Si je fais un ps-u, enfin très souvent on fait ça pour le ps. Donc ps-u, je mets ça dans un fichier test.txt, voilà. Donc dans mon fichier test.txt, j'aurai le contenu. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Donc fichier test.txt, j'ai ça. Ici j'ai plusieurs espaces, je veux les réduire. Je veux les squeezer comme on dit. Donc en fait la flèche ici, là, j'ai fait un petit truc qu'on va la voir dans la prochaine vidéo. C'est la flèche. C'est une sorte de redirection, mais ça on verra ça plus tard. Donc maintenant je veux travailler avec mon fichier que j'ai récupéré à partir de la commande ps. Je veux enlever les espaces superflus. Comment je fais? Je fais tr. J'ouvre le fichier, donc je fais tr-s qui veut dire squeeze, les espaces. On y envoie le fichier, donc test. Est-ce que tr peut ouvrir un fichier? J'ai un doute, test.txt. Non, il peut pas. Donc on y envoie ça. Et du coup, vous constatez que là, les espaces ont été compressés en un seul. Et que par conséquent, je peux derrière passer avec ma commande cut pour récupérer, donc cut-d un espace. Cette fois-ci, les séparateurs sont des espaces. Et je veux récupérer, par exemple, la commande 1, enfin la première colonne et la dernière colonne. Ça doit être la 4e, si je dis pas de bêtises. Donc 2, 5. Voilà, 2, 5. Et j'arrive à récupérer la commande 2 et la commande 5. Tandis que si j'aurais pas fait le TR, j'aurais pas pu le faire parce qu'il y aurait des endroits où il y aurait 3-4 espaces et d'autres, il n'y en a eu un seul. Ça m'aurait tout fait bugger. Donc voilà, c'est la petite astuce rapide. La commande sort. Donc la commande sort, elle permet de trier les données. On a -n qui permet de trier des nombres. Attention, c'est différent de trier des chiffres. Trier des chiffres, c'est de 1 jusqu'à 9. Ça, c'est bon, ça marche. Mais quand on a des nombres, le sort, si on met pas -n, il bug. Et il considère seulement le premier caractère des nombres. On verra ça plus tard, je ferai un exemple. -f pour le rendre insensible à la casse, que ça permet aussi de trier par ordre alphabétique.
-R pour inverser le sens de tri, -K pour trier à partir de données d'une colonne. Ça, c'est compliqué, on verra. Donc, je vais ouvrir mon fichier que j'ai fait pour le sort. Voilà. Donc, imaginons que j'ai envie de trier ce fichier ici. J'ai le 9 en premier, le 7, le 5, le 3, tout ça, c'est pas bien de trier. Je veux que ce soit trié par ordre bien comme il faut, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 9. Par ordre croissant. Ben, je fais sort. Et là, la première colonne, c'est des chiffres. Donc, j'ai pas besoin de mettre -n, c'est des chiffres. Donc, -n, j'ai pas besoin de le mettre. Je fais sort tout simplement et je mets le nom du fichier que j'ai envie de trier. Donc là, en l'occurrence, c'est le fichier qui s'appelle test_sort. Et là, vous voyez que du coup, il me trie le fichier. Il me trie le fichier par rapport à la première colonne par ordre croissant. Donc, il regarde les chiffres à la première colonne et il me trie ça par ordre croissant. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de colonnes. Si j'ai envie de trier en fait ces données mais par rapport à la seconde colonne qui est ici, il faut préciser en fait un séparateur et le nom de la colonne, un peu comme le cut. Donc on fait sort, tirer T pour le délimiteur, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Donc tirer T, en l'occurrence, le délimiteur, c'est des espaces, encore une fois. Tirer T, espace. Et tirer K, cette fois-ci, c'est pas tirer D, c'est tirer K pour qui, pour clé en français. Et je veux la deuxième colonne. Et étant donné que c'est des nombres, vu que j'ai pas mis l'option -n, ça ne va pas fonctionner. Non, j'ai oublié de mettre le nom du fichier, j'ai fait le boulet. Strltc, voilà, on fait un clear. Et c'est test_sort. Voilà. Et là, vous remarquez qu'ici, j'ai des nombres, c'est-à-dire que ça ne se limite pas à un seul caractère. Et du coup, ça ne fonctionne pas bien, parce que le 2, il devrait être en premier. Mais non, parce qu'en fait, il considère seulement le premier caractère. Donc le 1, pour lui, c'est 14, pour lui, c'est supérieur à 2, parce que le premier caractère 1 est supérieur à 2. Et inférieur à 2, pardon. Donc pour lui faire comprendre qu'on travaille avec des nombres, il faut lui ajouter un -n pour tirer number ou je sais pas trop quoi. Et là, du coup, il comprend que c'est des nombres, donc il met le 2 en premier et il me trie bien par rapport à la deuxième colonne qui est ici. Donc voilà pour le sort. Encore une fois, le sort, on s'en sert assez souvent quand même. Après, on peut inverser l'ordre de tri, c'est-à-dire à la place de trier par ordre croissant, ça va trier par ordre décroissant. Là, on met un -R si on veut. Il va mettre le plus grand en premier et le plus petit en dernier. Ça marche aussi pour les lettres, hein. Si on met des A, B, C, tout ça, ça va trier par ordre alphabétique ou par ordre inverse de l'alphabet. Mais sinon, ça fonctionne à peu près comme ça. Et ensuite, une des dernières commandes, voilà, c'est la commande VC qui permet de compter le nombre d'occurrences. Donc -W qui permet de compter le nombre de mots, -M qui permet de compter le nombre de caractères, et -L qui permet de compter le nombre de lignes. Donc très souvent on utilise -L, les autres moins souvent on va dire. Donc là, on va compter le nombre ici, quoi. Donc si je fais VC sans argument, et que je mets le nom du fichier test_sort, si je dis pas de bêtises. Voilà. En premier, je sais plus ce qu'il met. En premier, ça doit être le nombre de lignes. En second, le nombre de mots. Et en dernier, le nombre de caractères. Donc là, ça doit être lignes, mots et caractères. Ou sinon, on peut tout simplement préciser WC-L pour ligne. Et il me précise qu'il a 10 lignes dans le fichier test-sort. On peut préciser -C pour caractère. Il me dit qu'il y a 64 caractères. On peut préciser -W pour Word. Et il me précise qu'il y a 27 mots. Donc pour lui, des mots, c'est des caractères espacés d'un espace, hein, je pense. Voilà.
Donc VC, on s'en sert assez souvent aussi WC. Donc voilà, le tutoriel touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. J'ai pas été trop compliqué, même si j'étais un peu rapide parfois parce que j'ai pas forcément le temps, que la vidéo doit bien durer encore 1 heure. Je sais que je parle beaucoup. Donc néanmoins, si une erreur s'est glissée dans cette présentation ou dans la vidéo, on serait sympa de me le signaler par email. Donc la vidéo sera disponible sur tutoriel avec un s-video.fr. Tout est disponible sur licence Creative Commons 2.0, c'est-à-dire pour le distribuer, le modifier comme vous voulez, à partir du moment que je suis cité et que c'est redistribué sur les mêmes conditions et que vous ne faites pas de profit avec. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, mais vous pouvez aussi consulter le manuel des commandes, donc man, le nom de la commande. Et voici les différentes sources que j'ai utilisées pour la création de ce document, donc ubuntu-fr.org, qui est une référence, le site du 0, le livre Unix pour aller plus loin que la ligne de commande que je recommande fortement, qui est disponible gratuitement sur framabook.org. Je l'ai ici d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ici. Donc c'est vraiment un livre que je recommande. Et le titre est trompeur, hein, c'est pas un livre qui est compliqué. C'est un livre qui explique vraiment depuis le début comment on sert des lignes de commande sur Unix en général. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis bonne chance.